Ça va, vous? Moi, ça va. Ça commence à faire longtemps et du coup, ça commençait à me manquer de parler de drapeau. Et après l'Asie centrale, probablement ma région préférée, je me suis dit, on va où? À gauche, à droite, en haut, en bas? Eh ben, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, d'où est-ce que je suis en train d'écrire cette vidéo? Eh oui, aujourd'hui, allons en Asie du Sud. Et une fois n'est pas coutume, voyons non pas 5 mais 6 drapeaux, parce que bon, il y a un des pays d'aujourd'hui qui a carrément eu une vidéo de 17 minutes rien que pour lui, donc on ne devrait pas trop s'attarder dessus. Allez, c'est parti. Bon, alors, commençons par les bases. L'Asie du Sud, qu'est-ce que c'est? L'Asie du Sud, c'est un terme un peu flou et fourre-tout, mais qui fait quand même généralement référence au sous-continent indien. Une région du monde qui suscite beaucoup d'images assez fortes et parfois très clichés, mais il faut être honnête, pas fausse pour autant. Maintenant, l'Asie du Sud, c'est avant tout une région très grande, tout comme l'Asie centrale, vous me direz, mais avec une encore plus grosse diversité de paysages et surtout, comme tout le monde le sait, beaucoup de monde. Et donc beaucoup de monde dans des environnements très variés, ça fait de la diversité. Donc nos clichés ont beau être vrais, comme toujours, C'est pas si simple. mais bref, allons-y. Et on commence avec un très 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 gros morceau. L'Afghanistan. Alors je les ai mis dans l'ordre alphabétique, donc c'est pas vraiment fait exprès, mais celui-là il est vraiment parfait pour commencer cette vidéo. Parce que l'Afghanistan il est parfois compté comme en Asie centrale et parfois compté comme en Asie du Sud, donc il fait vraiment la transition. Vu son nom, vous connaissez la chanson, c'est le pays des Afghans. Mais pour le coup, C'est pas si simple. là, vraiment pas. Déjà, les Afghans, c'est qui? Eh ben, une des théories les plus répandues est que le nom afghan serait issu du sanskrit, une très très ancienne langue parlée plus au sud et souvent appelée le latin de l'Inde. Bref, en sanskrit, il y avait le mot ashkava, signifiant cavalier ou au moins plutôt lié aux chevaux. Et ce serait le nom que les anciens peuples indiens auraient utilisé pour nommer les nomades des steppes plus au nord, donc nos Turkiques de l'épisode précédent. Maintenant que cette jolie théorie soit vraie ou pas, quand les différents empires musulmans, arabes et perses arrivent dans la région, ils commencent à utiliser le terme afghan pour nommer le peuple pashtun. Peut-être ont-ils pris ce nom aux Indiens, peut-être que ça vient d'autre chose parce que les Pashtuns n'étaient pas spécialement plus proches de leurs chevaux que les autres. Mais bref, du coup ça veut dire que l'Afghanistan, c'est le pays des Pashtuns, c'est ça? Bah non. Les Pashtuns sont qu'un des nombreux peuples à vivre dans la région. Il y a aussi les Baloches et les Tadjiks, qui sont comme les Pashtuns des peuples iraniens, mais il y a aussi quelques peuples turquiques, comme les Hazaras, mais aussi des Ouzbeks, des Turkmènes et même quelques Kirghizes dans les montagnes, et plein d'autres ethnies diverses et variées, comme les Nouristani, qui se revendiquent comme étant les véritables descendants des colons d'Alexandre le Grand dans la région. Mais bref, on a donc plein de peuples, dont beaucoup ne sont pas exclusifs à la région. Par exemple, les Baloches et les Pashtuns sont aussi présents au Pakistan, et les différents Turquiques ont presque tous leur pays. Il y a aussi les Tadjiks qui, comme on l'a mentionné dans le dernier épisode, sont plus nombreux en Afghanistan qu'au Tadjikistan. Mais bref, autant de diversité sur un petit territoire, ça fait un genre de mini-Europe où tout le monde se tape dessus tout le temps et donc tout le monde devient super fort à la bagarre, ce qui rend la région très difficile à annexer. La région a été occupée par beaucoup d'empires, mais ils ont toujours eu du mal à la stabiliser et leur chute est très souvent venue de par là, faisant mériter son surnom de cimetière à empire à la région. Et du coup, comment ce qui était qu'une région est devenu un pays? C'est comme toujours une histoire de colonisation. Mais celle-là, elle est un peu différente. Au XIXe siècle, pendant l'âge d'or de la colonisation, l'Empire russe s'étend en Asie centrale pendant que l'Empire britannique, lui, conquiert l'Asie du Sud. Et dans leur expansion, à un moment, les deux arrivent en Afghanistan. Et les deux y trouvent une très forte résistance. Mais après avoir un peu galéré, ils se disent que c'est peut-être pas plus mal qu'ils aillent pas ici. Comme ça peut leur éviter d'avoir une frontière commune. Vu à quelle vitesse un conflit colonial peut escalader, une frontière de plus de 2000 km entre l'Empire russe et l'Empire britannique, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc ils décident de laisser l'Afghanistan plus ou moins tranquille en genre d'état tampon. Quand même supervisé et administré par les Anglais parce qu'on n'est pas chez les bisounours, mais quand même beaucoup plus neutre et autonome que ses voisins. Et à un moment, Anglais et Russes ont quand même fini par se rencontrer dans l'Himalaya et ils se sont dit qu'ils allaient donner une petite bande de terre à l'Afghanistan, le corridor de Wakhan, pour être sûrs de vraiment pas se toucher.
Ça a l'air sympa, mais rappelons que ça fait que rajouter des peuples qui n'ont rien demandé dans un pays où tout le monde tape déjà plus ou moins sur tout le monde. Et arrêtons-nous là, parce que si on vient dans l'histoire plus récente, on va arriver sur des sujets très touchy, passionnants certes, mais touchy, et c'est pas forcément le but aujourd'hui. Voilà, ça fait un peu beaucoup d'histoire, mais j'espère avoir pu en éclairer certains. Bref, les drapeaux. Oui, parce que depuis la prise de pouvoir des talibans, le pays en a deux. Au début, les talibans ont voulu imposer le nouveau, mais personne ne l'a reconnu, donc ils ont commencé à accepter l'utilisation de l'ancien, et en face, on a commencé à reconnaître aussi le nouveau, donc ils en ont officiellement deux. Bref, c'est un peu compliqué, mais leurs explications sont assez proches, donc ça va bien se passer. Commençons avec l'ancien. On commence avec une bande noire, symbolisant le passé sombre et troublé, plutôt stylé et inspiré du noir du drapeau de l'Allemagne, un jour on en reparlera. Une bande rouge, symbolisant le sang des guerriers, pas spécialement de l'indépendance, tous les guerriers, et finalement une bande verte symbolisant l'islam et la prospérité. Il y a également des théories qui disent que les trois bandes représentent les trois premiers califats islamiques, Rashidoun, Umayyad et Abbassides, mais les couleurs correspondent pas. Au milieu des trois bandes, en blanc, couleur de la paix, oui de la paix, l'emblème national qui est un peu technique alors accrochez-vous. Une mosquée pour la religion, en faisant un des 5 seuls drapeaux à avoir un bâtiment dessus, un drapeau pour la dévotion, du blé pour la fertilité, l'année 1298 du calendrier islamique correspondant à l'année 1919, année d'affirmation de l'État afghan, et finalement les deux devises musulmanes Takbir et Shahada et le nom Afghanistan. Ce drapeau a été adopté le 19 août 2013, on va revenir sur ce qu'il y a eu avant, mais d'abord parlons du drapeau de l'Émirat d'Afghanistan. Là, on a un fond blanc, signifiant la pureté et la dévotion envers l'islam, avec dessus la Shahada, devise musulmane en noir, parce que noir sur blanc, ça se voit bien. J'ai pas trouvé d'autre signification. Peut-être aussi que ça fait référence au premier drapeau de guerre musulman qui était noir, d'où le fait que beaucoup d'organisations terroristes, comme par exemple l'État islamique, ont des drapeaux noirs, mais aucune preuve pour ce qui est de l'Afghanistan. Ce drapeau est utilisé depuis les années 90, mais a officiellement été adopté le 15 août 2021. Je m'en souviens vraiment comme si c'était hier, mais ça commence un peu à dater. C'est même pas le drapeau le plus récent mentionné dans cette émission. Bref, pour ce qui est des drapeaux d'avant, c'est dur de trouver des très vieux drapeaux, vu que la région a longtemps été une mosaïque de peuples sous l'influence d'empires extérieurs, mais pas spécialement besoin, parce que le pays a eu 26 drapeaux sur les 100 dernières années. Des communistes, des islamistes, des militaristes, et mention spéciale au drapeau de 1992 à 2001 que je trouve plutôt stylé. Le Bangladesh. Et là, la théorie de la dernière fois fonctionne parce que le terme Desh se réfère à la terre au même titre que le terme Stan. C'est donc le pays des Banglas, ou des Bengalis. Et ces Bengalis, qui sont-ils? Quelle est leur histoire? Eh ben, j'en ai fait toute une vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et aussi parce que c'est le pays où je vis, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Certes, j'explique aussi le drapeau dans cette vidéo, mais je vais quand même le mentionner ici parce qu'on veut tous les voir dans cette émission. Donc on a un fond vert, d'un vert d'une teinte différente de celle du drapeau pakistanais. Pourquoi? Allez voir la vidéo. Vert signifiant les terres fertiles du pays avec un soleil symbolisant le futur radieux du pays, rouge pour symboliser le sang des héros de l'indépendance. Le soleil est un peu décalé à gauche, histoire qu'il ait l'air d'être au centre quand le drapeau flotte. Il a été adopté le 17 janvier 1972, avant quoi il avait une carte du pays dans le soleil. Mais comme encore aujourd'hui, les drapeaux sont principalement faits main au Bangladesh, c'est un peu compliqué. Je veux dire, si c'était le Wyoming ou la Macédoine du Nord, ça pourrait le faire. Mais là, on est probablement sur un des pays avec la carte la plus compliquée, donc ils l'ont enlevé. Sinon, dans le passé, il y a eu le Sultanat du Bengale, avec ce drapeau, qui est plus ou moins l'Autriche, oui, mais au moins 5 siècles avant que l'Autriche ait un drapeau, donc c'est stylé. Et sinon, il y a eu le Shuba du Bengale, avec ce drapeau qui fait un peu pirate, mais dont j'ai pas vraiment réussi à trouver de signification. Et anecdote, le Shuba du Bengale était un allié de l'Empire français dans la région, donc on a vu ce drapeau flotter aux côtés du drapeau français sur le champ de bataille. Ça aussi, c'est stylé. Mais bon, ils ont fini par perdre la guerre au profit des Anglais, qui ont donc utilisé ce drapeau pour le Bengale britannique, qui est plutôt cool lui aussi, parce qu'il y a beaucoup de drapeaux avec des lions, mais un tigre, ça c'est plus rare.
Alors pour la première fois dans cette émission, mais certainement pas la dernière, le nom du pays vient pas d'un peuple, mais une référence géographique. Le mot Inde vient du fleuve Indus, que les locaux appellent Sindhu, mais que les Perses, puis les Grecs, puis tout le reste du monde appellent Indus. C'est autour de ce fleuve, dans la vallée de l'Indus, que les premières civilisations de la région apparaissent, mais aussi que la langue sanskrite apparaît. On l'a mentionné avant, c'est l'ancêtre de l'hindi, de l'ourdou, du népali, du bengali et de toutes les autres langues de la région. Et c'est aussi le berceau de l'hindouisme, bref, de tout ce qui fait de l'Inde actuelle ce qu'elle est, alors que pourtant le fleuve se trouve actuellement au Pakistan. Mais ça, faut pas le dire. Bref. Les cultures de la vallée de l'Indus vont s'étendre dans tout le sous-continent et verront d'innombrables royaumes et empires apparaître un peu partout au fil de l'histoire, bien que la région ait presque jamais été sous le contrôle d'une seule puissance. En tout cas pas avant l'indépendance. Pour ce qui est de l'indépendance, je l'explique plus en détail dans la vidéo sur le Bangladesh, mais en gros, quand les Anglais sont partis, ils ont divisé la région en fonction des religions pratiquées, et donc les territoires à majorité hindoue sont devenus l'Inde. C'est aujourd'hui un pays qui déchaîne les passions, que ça soit positivement ou négativement, vous en pensez ce que vous voulez, j'ai moi-même une opinion assez tranchée sur le sujet, mais il y a une chose qu'on peut pas retirer au pays, c'est sa diversité. On y trouve absolument tout, des glaciers au désert en passant par les jungles et les prairies, et donc, comme dit en début de vidéo, une grande diversité géographique, plus beaucoup de monde, c'est le pays le plus peuplé du monde, rappelons-le, ça donne une diversité culturelle et ethnique vraiment incroyable, et donc aussi vrai que soient les clichés qu'on a sur le pays, tout réduire à ça serait pas très honnête, parce qu'il n'y a pas un peuple indien, il y en a 2000. Divisé principalement entre le groupe ethnique indo-arien, comme la plupart des cultures au nord du pays, mais aussi des Dravidiens, principalement au sud, comme les Tamouls par exemple, des Austro-Asiatiques, le groupe qu'on retrouve principalement en Asie du Sud et dans le Pacifique, et finalement des Tibéto-Birmans, qu'on trouve principalement dans les montagnes de l'Himalaya. Maintenant, s'il y a bien une chose que tous ces peuples ont en commun, c'est leur drapeau. C'est donc un drapeau à 3 bandes, une orange représentant la force, le courage et le sacrifice, une blanche, symbole de paix, d'unité et de vérité, et finalement une verte pour la fertilité du pays et des terres. En plus des significations mentionnées, orange, blanc, vert, ensemble font aussi référence au drapeau irlandais, unissant Indiens et Irlandais contre l'envahisseur britannique à une époque où les deux peuples se battaient pour leur indépendance. Au centre du drapeau se trouve Ashoka Chakra. Ashoka, le H est après le S. C'est un symbole hindou plein de significations, la roue de la loi, mais aussi le cycle entre la vie et la mort, les 8 principes du Dharma, un genre de code moral partagé par les hindous et les bouddhistes, et il a également 24 rayons, symbole des 24 heures de la journée et est de couleur bleue, couleur de l'hindouisme. Il a été adopté le 22 juillet 1947, dès l'indépendance, et fun fact, il a été designé à Karachi, qui se trouve là encore au Pakistan actuel. Et c'est peut-être le drapeau le moins original de la région, mais croyez-moi, quand on voit les autres drapeaux pro-indépendance, on réalise un truc, on a beaucoup de chance. Déjà, on a eu ces 2 horreurs, puis ce truc-là, la Bulgarie avec une machine à tisser pas bien intégrée. On a aussi une version du drapeau actuel avec la machine à tisser au complet, heureusement qu'ils ont gardé que la roue. Sinon, avant tout ça, il y a eu le Raj britannique qui avait un drapeau assez élégant quand même, que ça soit en bleu ou en rouge. Sinon, comme dit plus tôt, le territoire de l'Inde actuelle a vu un très grand nombre de petits royaumes et empires émerger, donc c'est presque impossible de tous les mentionner. Du coup, je vais vous faire un petit top 5. Déjà, le drapeau de l'empire Maurya, du 4e au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et oui, on avait déjà ça sur des drapeaux il y a 2500 ans. Range dans commentaire, je sais très bien que c'est un symbole qui n'a rien à voir, c'est une blague. Ensuite, le drapeau du sultanat de Golconda, un petit état du XVIe siècle. Oui, c'est une couleur unie, mais je crois pas avoir vu d'autres exemples de drapeaux juste turquoise comme ça, c'est très cool. L'état du Kanker, du XIVe au XVIIe siècle, au centre de l'Inde, alors il représente Hanuman, un dieu hindou portant le continent, mais si on ne sait pas, on dirait un singe serveur qui t'apporte ton plat, c'est plutôt rigolo et sympa. Plus ou moins à la même époque et juste en dessous, l'état de Basse-Terre, avec ce drapeau très simple et très élégant, j'aime beaucoup. Et pour finir, l'Empire sikh,
Alors les Sikhs, c'est une minorité religieuse d'Inde et du Pakistan dont tous les détails sont assez compliqués, mais dont le symbole est vraiment très très cool. Alors je trouve que le mettre sur un drapeau comme ça rend hyper bien. Le Népal. Là encore, le nom vient pas de son peuple et là, pour le coup, on n'est pas trop sûr d'où ça vient tellement le nom est vieux. On en a les premières traces écrites au IVe siècle, mais d'autres indiquent que la région était déjà connue sous ce nom bien avant, c'est dire. Mais la théorie la plus communément admise est que le nom Népal vient du Népala ou Nipalia, soit en sanskrit, soit en proto-népali, et qui signifie le royaume au pied de la montagne. Le pays aura plus état de forme durant son histoire, parfois divisé, parfois étendu, mais ses frontières resteront plus ou moins toujours les mêmes, et contrairement à ce que beaucoup pensent, non, le Népal n'a jamais été colonisé et a toujours su préserver sa culture. Il est d'ailleurs resté une monarchie jusqu'en 2008, et encore aujourd'hui, une part considérable de la population manifeste pour son retour. Il est peuplé de nombreuses ethnies ou tribus, appartenant toutes au groupe tibéto-birman et indo-arien et partageant tous la même langue, le népali, et là encore, ils partagent tous le même drapeau. Bon, si vous avez cliqué sur une vidéo qui parle de drapeau, c'est que vous en savez déjà sûrement suffisamment pour être au courant que le drapeau du Népal est le seul qui est ni rectangulaire ni carré. Mais voyons-le plus en détail. Donc si le drapeau est en triangle, c'est une référence aux montagnes, et s'il y en a deux, c'est pour symboliser les deux religions du pays, le bouddhisme et l'hindouisme. La base est rouge, pas n'importe quel rouge, du rouge rhododendron, c'est important, et il symbolise le peuple népalais et son courage. On rajoute un contour bleu, symbolisant la paix et l'harmonie, un soleil, symbole d'énergie, et une lune, symbole de sérénité, les deux étant blancs, symbolisant l'esprit pur des Népalis. Ce drapeau a été adopté le 16 décembre 1962, avant quoi il avait le même drapeau, mais le soleil et la lune avaient des visages. D'ailleurs, ce changement donne vraiment un air de rebranding de marque moderne. Mais bref, durant son histoire, le pays a toujours eu plus ou moins un drapeau similaire, avec du vert entre 1857 et 1930, pourquoi pas. Sinon, dans les drapeaux du passé, on peut citer le drapeau du royaume de Mustang, au XIVe siècle, qui donne un peu une idée de ce à quoi le drapeau ressemblerait s'il était carré. Et dans les drapeaux stylés, il y a le drapeau de la capitale, Katmandou, qui est très cool. Et pour finir, une fois n'est pas coutume, parlons un peu des drapeaux politiques, avec les partis social-démocratiques et le Rashtriya Janata, j'ai sûrement très mal dit, qui sont un peu rigolos. Un vélo et un parapluie, je me demande vraiment quel est le lien avec leurs revendications. Le Pakistan. Retour vers les pays en ce temps, mais cette fois c'est le dernier, et celui-là il est à part. Déjà, c'est le seul à pas avoir de population turquique native, contrairement à tous les autres, même si pour l'Afghanistan et le Tadjikistan c'est des minorités, et surtout c'est le seul des 7 pays en ce temps dont le nom fait pas référence à son peuple, parce que non, c'est pas le pays des Pakis. Mais en ourdou et en persan, le terme Pak signifie sacré, le Pakistan est donc la terre sacrée. C'est cependant un nom très récent que les indépendantistes ont commencé à utiliser dans les années 30 et d'ailleurs la propagande indienne aime bien utiliser le fait que le nom soit récent pour remettre en question la légitimité du pays, ce qui est un peu marrant si on rappelle que le mot Inde vient littéralement d'un fleuve qui coule en dehors de ses frontières. Quelle ironie! Le Pakistan est un pays multiethnique, comme ses voisins mentionnés plus tôt, mais divisé en 2 groupes principaux. À l'est, des Indo-Ariens, comme les Punjabis ou les Sindhis, qu'on retrouve aussi en Inde, et à l'ouest et au nord, des Iraniens, comme les Pashtuns et les Baloches, qu'on retrouve également en Iran et en Afghanistan. Ces peuples ont été unis sous la même bannière au départ des Britanniques, qui sont partis en divisant les différents États en fonction des religions, et donc les terres musulmanes sont devenues le Pakistan, comme mentionné pour l'Inde ou comme expliqué plus en détail dans ma vidéo sur le Bangladesh. Mais du coup, cette bannière, quelle est-elle ? On commence avec un fond vert, symbolisant l'islam. Logique, encore une fois c'est pour sa religion que ce peuple s'est uni. Maintenant il y a quand même de très nombreuses minorités religieuses sur le territoire. Des hindous, des sikhs, des chrétiens, des bouddhistes, des zoroastristes et d'autres encore. Donc pour représenter toutes les religions minoritaires, le drapeau a une bande blanche à gauche. On rajoute ensuite un croissant et une étoile, bien entendu symbole religieux.
Mais comme le pays s'est fondé sur le modèle britannique laïque, il est à la fois laïque et pas laïque. C'est un peu compliqué, mais du coup ces symboles représentent également le progrès, et ils sont blancs pour symboliser le respect entre les différentes ethnies. Oui, le blanc a deux significations différentes sur le drapeau. Il a été adopté le 11 août 1947, dès l'indépendance, et il n'a pas trop bougé, bien que les indépendantistes utilisaient aussi des versions sans bande blanche ou avec plus d'étoiles. Sinon, dans son histoire, le Pakistan a aussi vu de nombreux royaumes indiens s'étendre sur son territoire, et aussi des empires turquico-iraniens dont on a déjà parlé, mais on peut quand même mentionner le célèbre empire moghol, étendu sur tout le sous-continent, mais dont le centre politique était principalement basé au Pakistan. Le drapeau existe sous plusieurs formes, mais toujours avec ce lion devant ce soleil qui rend particulièrement bien. Sinon, parlons aussi du sultanat de Delhi. Pareil, dans son nom, ça montre qu'il est étendu sur tout le sous-continent, mais là encore, tout son centre politique était au Pakistan actuel, et son drapeau, très simple et très élégant, je l'aime beaucoup. On peut aussi mentionner les drapeaux des différentes provinces du Pakistan qui sont un peu complexes mais très beaux, ainsi que le drapeau des indépendantistes baloches, un mouvement à l'est du pays et en Iran que je trouve pas très beau personnellement, mais dont la symbolique est plutôt pas mal, avec le rouge qui symbolise l'héroïsme, le vert qui symbolise la floraison de la liberté et le bleu qui symbolise la mer et le ciel comme seule frontière du pays, avec en plus une petite étoile blanche qui symbolise le peuple baloche et sa générosité. C'est très bien vu. Le Sri Lanka. Retour sur les noms géographiques car le nom Lanka est autre que le nom de l'île en sanskrit, langue dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, auquel on ajoute le titre Sri, titre souvent utilisé dans la culture locale pour nommer les lieux sacrés. Maintenant, ce nom est aussi plutôt récent car le pays s'est renommé en 1972, avant quoi il s'appelait Ceylan. Nom dérivé d'un malentendu colonial, puisqu'une des ethnies locales se nomme Silam, et du coup, les Européens n'ont pas compris et ont pensé que c'était le nom de l'endroit. C'est un pays multi-ethnique, là encore, sauf qu'il y en a 3 majoritaires. Les Singalais, un peuple d'origine indo-aryenne, et du coup c'est eux qui se nomment Silam. Ensuite, les Tamouls, qui appartiennent au groupe ethnique dravidien et qui sont divisés entre les Tamouls natifs du Sri Lanka et ceux qui sont arrivés d'Inde après l'indépendance. Et finalement, il y a les Maures, qui sont les descendants des colons arabes arrivés ici à l'époque des grandes explorations musulmanes. Le pays a eu une histoire plutôt calme, puisque quand les Britanniques sont partis, les Sri Lankais, majoritairement bouddhistes, ont eu leur indépendance seuls et ont fait leur bail dans leur coin. Enfin calme, ils ont eu une guerre civile pendant 25 ans avec des conséquences vraiment dramatiques, mais c'était toujours dans leur coin et ils se mélangent pas trop avec leurs voisins. Pour le drapeau, c'est encore une fois un drapeau mentionné par Link the Sun dans sa vidéo, et c'est un drapeau qui est beaucoup étudié et très connu notamment pour sa complexité, donc vous en avez probablement déjà entendu parler. Mais du coup, on commence avec un fond jaune, représentant toutes les ethnies minoritaires qu'on n'a pas citées en détail, on y ajoute une bande verte pour les Maures, une orange pour les Tamouls, et une plus grosse pourpre pour les Singalais. C'est la plus grosse vu que c'est la majorité. Là, il est déjà cool, mais il se complexifie quand on ajoute un lion, symbole historique de force et de sagesse qui tient une épée, symbolisant la souveraineté du pays, et avec un pommeau à 4 branches représentant les 4 éléments. Le lion a une barbe, symbole d'intelligence, et sa queue a 8 mèches, représentant les 8 principes du Dharma, très chers au bouddhisme et dont on a parlé sur le drapeau indien. Finalement, tant qu'on parle de bouddhisme, ajoutons 4 feuilles de figuier représentant les 4 vertus du bouddhisme, la gentillesse, la sérénité, la joie et la compassion. Bon, il y a des dizaines, même des vingtaines d'autres symboliques sur le lion, mais j'ai trouvé beaucoup de sources qui se contredisent les unes les autres, donc arrêtons-nous à ce qu'on a déjà là. Le drapeau a été adopté le 22 mai 1972, avant quoi il avait le même, mais avec des pics au lieu des feuilles. Sympa, il y avait donc une pique qui représentait la gentillesse. Et avant ça, à l'indépendance, il n'y avait pas toute la partie de gauche et toute la symbolisation ethnique. Sinon, avant tout ça, sous les Anglais, le drapeau était sympa, avec un éléphant devant un temple. C'est cliché, mais c'est des clichés cool. Et pareil que les autres, dans son histoire, l'île a vu de multiples petits royaumes, des fois venus du continent, des fois juste sur l'île, ou encore même juste sur une petite partie de l'île. Et donc au niveau drapeau, il y en a eu beaucoup, mais on peut citer le royaume de Côté, au XVe siècle, avec cette espèce de tigre qui tient un fouet et ce contour très stylé. D'ailleurs, ça me fait réaliser qu'au Sri Lanka, il y a des tigres, mais il n'y a pas de lions.
Et pourtant, sur le drapeau, c'est bien un lion. Bref, dans les drapeaux cool, il y a aussi eu le royaume de Gampola, au XIVe siècle. Très cool lui aussi, avec ce pan qui mange un serpent. J'aime beaucoup. Et une fois n'est pas coutume, parlons des drapeaux présidentiels, car oui, au Sri Lanka, chaque président a eu son drapeau. Et waouh, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont stylés. Voilà pour les 6 drapeaux du jour, ou même les 7, vu qu'on a parlé d'un pays qui en a 2. Comme d'hab, n'hésitez pas à ajouter des précisions en commentaire si vous en avez. Je suis un passionné mais pas un expert, donc faites pas confiance à tout ce que je dis. Bref, merci pour votre attention. C'était SciBot. Prenez soin de vous. Regardez les drapeaux qui vous entourent. Et à dans moins de 4 ans. ज्वाला सोला फुट्यो त्यसको मुखबाट गाली त्यसको गाला साला फुट्यो मा ब्रायन लारा लारा डग लारा लारा जुद्यो जस्तै मी भर्सेस मी बन्द ताला साला खुल्यो त्यस्तै सिम्पल एस फ्लो मूर्ख शब्दमै भुल्यो अनि बुझिसक्दा कुरा त्यसको पालो नै सुल्यो गीत हाम्रो लफङ्गा संसारै डुल्यो AK47 त्यसको ज्यान बढी दुल्यो